Le pouvoir algérien est un pouvoir mafieux. C'est comme vouloir, on imaginerait les Italiens dire, bon, la mafia, on n'arrive pas à la vaincre, ils sont nombreux, ils sont organisés, ils ont leur culture, ils ont leurs valeurs, traitons avec eux. Et c'est devenu une oligarchie mafieuse. Alors, question, est-ce qu'on traite avec la mafia ? Boualem Sansal, bonjour. Bonjour. Merci d'être le grand invité de la semaine de Boulevard Voltaire. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes à l'origine scientifique, enseignant-chercheur, puis vous avez été haut fonctionnaire en Algérie, et aujourd'hui vous êtes écrivain en langue française, bien connu évidemment des lecteurs de Boulevard Voltaire. Vos livres, essais, romans, nouvelles ont été couronnés par de nombreux prix. Et on peut dire aussi que vous êtes un lanceur d'alerte pour nous autres Français. Vous nous mettez en garde contre les malheurs qui les guettent. Vous êtes une espèce de Cassandre qui crie un peu dans le désert, si j'ose dire, mais Vraiment, oui. pas complètement dans le désert, parce que nous, à Boulevard Voltaire, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, vous venez de publier un essai qui s'appelle « Le français, parlons-en » aux éditions du Cerf. Alors, le français avec une petite lettre minuscule, c'est pas le français, Voilà, le gaulois réfractaire. Voilà. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre ? Est-ce que vous avez lu faire écho au pied noir Albert Camus qui disait « Ma patrie, c'est la langue française » D'abord parce que moi, je suis un militant de la francophonie depuis toujours. Voilà, depuis l'indépendance de l'Algérie, alors que nous étions tout jeunes, on se posait la question, qui sommes-nous ? On arrive après presque 3 millénaires de colonisation, hein, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Vandales, les Arabes, les Ottomans, la France. On arrive à un moment où on se pose la question tragique, qui sommes-nous ? Et d'où venons-nous ? Et où allons-nous ? Et cette question a agité l'Algérie pendant, toujours depuis l'indépendance, jusqu'à son point d'orgue, c'est la guerre civile. Parce qu'on n'est pas arrivé à trancher le... Alors, moi je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes des Méditerranéens. Notre ancrage est dans la Méditerranée occidentale. On a été grecs, romains, et byzantins et vandales. Voilà. Et donc, et puis, comme disait Kateb Yassine, nous avions la chance que Kateb Yassine parlait du français en disant que c'est un butin de guerre, notre énorme butin de guerre, qui nous permet déjà de nous structurer, de développer, créer un pays, de le développer et d'avoir un regard sur le monde. Parce que nos autres langues n'ont pas d'ouverture sur le monde. L'arabe, il a une ouverture sur la mosquée, point. Et puis l'arabe dialectal, c'est des langages de quartier. Il n'est même pas national. Chaque ville, chaque quartier a son arabe dialectal. C'est un mélange de pataouettes et de trucs. Et donc, c'est vital s'accrocher aux Français. Je fais partie de ceux qui pensent que s'accrocher aux Français, c'est vital. On a réussi. Donc, de l'indépendance jusque dans les années 80, le pouvoir en Algérie était francophone. Tout est en français, on a reproduit les mêmes programmes, les mêmes trucs, et c'était très bien. Et là, on a bien réussi, l'Algérie a bien réussi, avec une dictature, bien sûr, mais sur le plan du développement, la mise en place d'une administration, d'un gouvernement, ça fonctionnait bien, et on était en connexion avec le monde, la France, l'Europe, etc. Et puis, bon, alors il est arrivé ce qui est en train de vous pendre au nez, et qui va arriver, c'est qu'on a, pendant de 62 à 80, une vingtaine d'années, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a des gens dans l'ombre qui travaillent, ils sont extraordinairement efficaces, c'est les islamistes et les arabistes, et puis voilà, puis un beau jour, on s'est rendu compte qu'ils étaient bien plus nombreux que nous, bien plus efficaces que nous, et ils ont pris le pouvoir, ils nous ont chassés. Et donc les francophones n'avaient pas d'autre choix que de se cacher ou de disparaître, d'émigrer. Voilà. Alors depuis, je milite pour qu'on maintienne ce qui nous reste encore du français. Bon, je ne peux pas dire qu'on réussit. Alors, comme
en Algérie, c'est difficile, parce que c'est quand même un pays de culture arabe et de religion musulmane, et puis de plus en plus islamiste plutôt. Alors on s'est dit, peut-être que le combat, il faut le porter ailleurs. Il faut le porter en Europe, en France, en Belgique, au Canada, en Suisse. Et il faut créer des coalitions autour. Alors, on ne peut pas dire que de la langue, parce que c'est la langue, dans le monde entier, on apprend le français. Je suis sûr qu'en ce moment, il y a des petits Mexicains qui ont choisi le français comme première ou deuxième langue, mais ça ne leur sert à rien, c'est juste... non, donc il faut redonner à la culture française, et notamment à la langue, cette position, je ne dirais pas dominante, mais motrice. Alors, vous décrivez le français, je vous cite, langue qui fut celle de la puissance, de la liberté, de la beauté, de la connaissance, de la diplomatie, de la révolution universelle, de la séduction de l'art de vivre dans la légèreté, Leben wie Gott in Frankreich, vivre comme Dieu en France, disait-on, de l'autre côté du Rhin en soupirant des larmes d'envie. Et puis vous rajoutez, triste perspective pour cette langue. Mais alors, que s'est-il passé? Alors, mais la France aussi, avec ses... à partir de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être un peu avant, s'est posé la question de qui sommes-nous, où allons-nous, d'où venons-nous. Bon, d'où nous venons, c'était à peu près évident. C'est la France judéo-chrétienne, enfin, elle a son histoire que tout le monde connaît, et que tout le monde admire, et que tout le monde aime. Bon, voilà, première question, elle est réglée. Tout le monde, peut-être pas sûr, mais... Non, mais jusqu'à quand même, on va dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, si, oui, il y avait quand même une certaine unanimité sur la chose. Mais les deux questions suivantes, non. Parce que là, la Deuxième Guerre mondiale a fracassé les États-nations. Donc on est parti vers les empires, les grands groupements de pays. Pays de l'Est, pays de l'Occident, l'Europe. Et donc forcément, quand on rentre dans une copropriété, il faut abandonner un peu la propriété et partager. Donc, et c'est là que la France a commencé à faire trop de concessions, beaucoup plus que les autres n'en ont fait, l'Espagne ou l'Allemagne, à cette construction fictive qu'est l'Europe, beaucoup d'abandon. Alors qu'au départ, l'association devait se faire sur deux petites choses, rien du tout. C'était la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. On n'avait pas besoin d'aller plus loin. Puis ensuite, on a rajouté des wagons à la locomotive, et on a ajouté, c'était la culture, c'était l'économie, c'était la langue, c'était la philosophie, c'était tout. Les droits de l'homme, et la France a perdu le goût de... Parce que vous savez, quand on passe, on va chercher de l'assistance chez les Américains, chez les Allemands, on perd de sa souveraineté. C'est pas un abandon volontaire, c'est parce qu'on s'est mis dans la position d'assister. Et donc, voilà. Et on ne répond toujours pas assez. Et ça, c'est beaucoup compliqué parce que il y a quelque chose qui vient maintenant. Parce que jusque-là, on peut dire que c'est toujours européen entre Européens. Non, maintenant, non, c'est fini. Ça, l'Europe n'a de moins en moins d'influence sur la France, si ce n'est bureaucratique. Mais l'influence culturelle, puissante, offensive et tout ça, vient du Sud global, et notamment du monde arabo-musulman. Là, il n'y a aucune réflexion là-dessus, on subit, on se plaint, bien sûr, mais sans plus. Alors, vous dites que la langue, c'est un outil de géopolitique. Vous écrivez « La géopolitique linguistique et religieuse était et est encore la plus puissante des géopolitiques ». Et on remarque qu'à mesure que l'enseignement de l'arabe progresse en France, l'enseignement du français régresse en Algérie. Je crois que le français a été chassé, il est enseigné dans de nombreuses écoles privées d'Algérie, il a été chassé par les autorités. Et donc ça, c'est une vraie arme géopolitique. Ah, mais alors quand on dit armes, c'est pas seulement des mots, c'est des réalités concrètes. Dans les années, donc première période, l'Algérie francophone, nous étions au pouvoir, nous avions tout, voilà, l'université, l'administration, la haute administration, tout, enfin tout. Et puis on a perdu du terrain. Et là, le pouvoir algérien, mais pas seulement, marocain, tunisien, égyptien, dans ces pays-là, ils ont tous compris qu'ils avaient quelque chose en main.
une puissance. C'est pas le pétrole, c'est pas les trucs, c'est le machin. Et ça a un énorme truc. C'était la culture arabe, la Ligue arabe, la nation arabe et l'islam. Exemple de l'Algérie. Comment ça s'est fait? En Algérie, dans les années, au début des années 80, le gouvernement algérien met en place une méga structure, un méga ministère qui s'appelait, c'était un truc pas officiel, qui s'appelait l'Amicale des Algériens à l'étranger. Un ministère de 4000 personnes, enfin bref, des idéologues, des fous de trucs. Et ils ont créé dans tous les pays l'Amicale des Algériens en France, l'Amicale des Algériens en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Là où il y a une communauté, même si elle était toute rikiki, voilà. Et puis, en France, alors, l'Amicale des Algériens en France a créé l'Amicale des Algériens à Paris, à Lille, à Ci, et ça. Et donc, un essaimage, un quadrillage. Et c'est à la tête de ces amicales, il y avait quelqu'un du FLN. Alors l'idée, c'est évidemment, pour les musulmans, il faut sauver nos frères de l'influence judéo-chrétienne, la dépravation des mœurs, l'exploitation, tout ça. Et puis, pour les politiques, c'est que ça nous donne un pouvoir de négociation sur... la France a besoin de main-d'œuvre, d'accord, on va vous donner de la main-d'œuvre, mais en échange, vous autorisez la construction, parce que c'est des êtres humains. Ils ont besoin d'une mosquée, ils ont besoin de voir leur famille, donc le regroupement familial. Et on est rentré dans... Et la France était dans une... On était encore dans les 30 glorieuses et ça fonctionnait dans l'euphorie de la construction de l'Europe et que cette idée ridicule de dire que la démocratie, tout est soluble dans la démocratie. Les pires idéologies, quand elles rencontrent la démocratie, c'est les sables mouvants. Bon, elles rentrent dedans, elles sont absorbées. Pas du tout. C'est l'inverse qui s'est produit. La démocratie, c'est comme du sucre, elle est soluble dans la tisane. Et donc, c'est ce qu'on voit. Et puis, tout le processus, hein, une fois qu'on s'est constitué, on fait des stratégies de conquête du terrain, arabisation, islamisation de l'environnement. Il faut créer une symbolique pour qu'on ne regarde plus la France comme étant un pays judéo-chrétien. Il faut qu'on le regarde comme un pays peut-être judéo-chrétien, mais finissant, mais un pays arabo-islamique en croissance. C'est le voile, c'est ceci, et puis toujours tester la résistance de la société. Parce que l'idée, évidemment, chez les musulmans, alors là, en Europe, on croit que le musulman ne rêve que de tuer des chrétiens et des juifs. C'est vrai, c'est dans le Coran. Hein. Donc, quelque part, ils sont effectivement contraints à cela. Mais en fait, non. Le musulman est fier de ramener des juifs et des chrétiens à la... Les prosélytes. Voilà, ils sont trop fiers. Dès que demain, vous voulez devenir célèbre, allez à la mosquée de Paris, et vous vous convertissez. Et là, dans le monde entier, dans le monde arabe, vous allez être invité, honoré, avoir des cadeaux et des trucs, parce que vous êtes une personne connue, et donc on va utiliser votre image pour dire, regardez, vous vous rendez compte même... C'est pas pour demain. On se méfie. Et quel jeu joue, dans tout ce que vous décrivez, la gauche française, quand on voit par exemple la LFI, la Erima Hassan, qui compare la Palestine à l'Algérie, les colons israéliens aux colons français, dans toute la stratégie que vous décrivez, où se situe-t-il? Alors, c'est-à-dire qu'à un moment donné... la France s'est affaiblie, d'abord un déclin économique, industriel. Donc du coup, on n'a plus de biscotto à montrer. On fait, comme on dit, profil bas. Et là, les stratégies, c'était est-ce qu'on va dans une opposition frontale à cet envahissement par la migration, par les idées, par la religion, par et donc, si on le fait, c'est forcément contre l'ensemble du monde arabo-musulman. Donc ça fait beaucoup. Ça fait quasiment 2 milliards de personnes dans le monde. Ou alors, est-ce qu'on va dans... c'est vraiment des démarches très européennes, des négociations, conciliations. On va construire quelque chose.
Alors, d'un côté, on est très offensif et on ne recule jamais. Et de l'autre côté, bon, différentes stratégies. Bon, la gauche, à un moment donné, dans sa conquête du pouvoir, a utilisé cette nouvelle force qui est là. Et ça, dans nos pays, on l'a bien compris, que c'est un couloir de pénétration formidable. Donc, rejoignons le Parti communiste et le Parti socialiste, parce que là, on va s'implanter localement dans le 9-3, Trappes et compagnie. Donc, c'est conquête aussi territoriale. Et puis, ça rejoint aussi ces vieilles stratégies des conquêtes musulmanes, la taquilla. À travers ça, on va faire de l'entrisme, on va viser les écoles, les clubs sportifs, l'administration. Et tout cela fonctionne à l'insu des Français qui voyaient ça. Mais enfin, ils se disent, bon, c'est pas grave, on a connu pire. Hein. On a vaincu l'internationale communiste et tout ça. Mais non, mais ça, l'islam, c'est autre chose. Hein. Vous pensez qu'ils sont très naïfs, que nous sommes très naïfs? En tout cas, cernés de tous les côtés. Et puis, pour des tas de raisons aussi, parce que dans le Sud, dans ces pays-là, on a quand même su utiliser ce qu'on avait sous la main. C'est la culpabilisation. Ces chrétiens, ils se culpabilisent, leur religion les pousse à se culpabiliser. C'est formidable. On va jouer là-dessus, c'est fastoche. C'est velours. Les velours. Et puis, bon, ils ont besoin de pétrole, donc voilà, et plein de choses. Et puis, en même temps, c'est très utile, parce que le monde arabo-musulman, à l'indépendance, ils n'avaient pas les structures pour construire un État. Parce qu'ils sont aussi conscients qu'il faut un État et des moyens. Et donc, on a formé nos ingénieurs ici, nos médecins, etc. Et puis, ça donne une image de cet islam, on va dire, dit des Lumières, qui va nous aider à... Donc voilà, ils ont fait flèche de tout bois, et de l'autre côté, on a rangé les carquois. Voilà, l'idée que, un peu répondue par l'économie, c'est laissons faire la main invisible du marché. Oui, mais il y a aussi une main invisible de la culture. Il y a aussi une main invisible de la géostratégie, et on ne les a pas vus, je pense pour une raison aussi, en plus du déclin industriel, donc le fait qu'on a un peu fait profil bas, c'est que on s'est dessaisi des instruments du pouvoir. Nietzsche disait que là où fait défaut la volonté de puissance, il y a le déclin. Et voilà, donc la volonté de puissance a disparu. Or, un pays ne peut pas exister sans... un corps humain a besoin, sinon il tombe en désuétude, la vieillesse, et là, effectivement, la volonté de puissance s'en va. Mais... Alors vous êtes, je reviens à la langue française, vous êtes volontiers taquin avec vos compatriotes algériens, parce que vous rappelez que le mot Algérie a été inventé par les Français. Ah oui, ça c'est l'étude. Le jour où j'ai sorti tout ça, ça a été un scandale qui... C'est vrai, racontez-nous. Oui. Les Français n'avaient pas du tout dans l'idée de conquérir l'Algérie. Il fallait débarrasser la Méditerranée des Ottomans. Elle était entièrement sous la main des Ottomans. Et les Ottomans, c'est comme le canal de Suez, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc les bateaux qui passaient, ils étaient arraisonnés en pleine mer, ils payaient. Et puis, à un moment donné, c'était plus possible. Les marines anglaises, françaises se sont dit, il faut quand même libérer des couloirs de passage. Et donc il y a eu... l'Empire ottoman a utilisé ce territoire vide qu'est l'Algérie, enfin notamment la côte, pour créer une armée de mercenaires. Parce que l'armée ottomane, elle guerroyait en Europe. Elle faisait face à l'Europe, à la Russie, le truc et tout ça. Et il fallait... et donc c'est comme ça qu'ils ont lancé un appel mondial pour faire de l'Algérie, enfin un peu l'île de la tortue, où tous les pirates du monde viennent s'installer là-dedans. Donc c'était ça. Hein.
Et alors il y a eu X sur 2 ou 3 siècles, X expéditions pour libérer la Méditerranée. D'abord c'était les Anglais, ils en ont fait 3 ou 4, ils ont échoué. Les Américains 2, ils ont échoué. Les Hollandais, etc. La France, on a fait les 3, les 2 premières, c'était une catastrophe. Charles Quint, Lépante, la fameuse bataille de Lépante, hein, aussi. Voilà, les pirates d'Alger étaient invincibles. Et qui a réussi? Eh ben, c'est la France, 3e expédition. Parce que, on ne va pas rentrer dans l'histoire et comment, c'est parce que c'est compliqué, c'est qu'à un moment donné, des stratèges se sont dit, non, il faut faire la guerre sans vraiment la faire. Donc c'est le renseignement, l'espionnage, et donc ils ont trouvé parmi des esclaves qui étaient affranchis, donc qui vivaient en Algérie, ils ne pouvaient pas partir, mais ils étaient à peu près affranchis parce que bon, ils se sont convertis à l'islam, etc. Et donc voilà, un système de renseignement a fait que un jour, le 5 juillet 1932, la France débarque à Sidi Ferruch, 50 km d'Alger. Ils n'ont pas tiré une balle. Et puis à travers la forêt et tout ça, ils ont rejoint Alger, qui n'existait pas. C'était juste la Casbah. Et ils ont cueilli le bey d'Alger, c'est-à-dire le sultan d'Alger, dans sa chambre. Et voilà. Et puis donc, et la France a été très gentille. Elle a laissé partir avec sa smala et même son trésor de guerre. Et comme il ne pouvait pas retourner en Turquie, il aurait été pendu pour avoir perdu cette terre, ben, il s'est installé à Gênes et ils y sont jusqu'à présent. Donc ils ont essaimé, maintenant c'est de gros industriels, c'est de gros, évidemment, il est parti avec son trésor. Hein. Et puis, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a chassé l'Ottoman? Si on part, il revient. Et si ce n'est pas lui, ce sera peut-être... voilà. Donc il faut qu'on reste. Et... mais entre autres, il y a des révoltes, des trucs. À un moment donné, tout est réglé. Et bon, c'est décidé, on ne part pas, on reste. Mais il faut répondre à la question, sous quelle forme? C'est une colonie, encore de plus, ceci, cela. Et puis, au fait, cette région n'a pas de nom. Voilà. Donc, c'est né quelque part au restaurant Lippe, hein, boulevard Saint-Germain, où le maréchal Soult, ministre de la guerre, déjeuner, les journalistes, enfin bref, et il leur a dit, ah oui, mais c'est vrai, on reste en Algérie, on va peut-être en faire un département, et les journalistes vous posent la question, mais vous dites toujours nos territoires de là-bas, ça s'appelle comment? Ah tiens, et donc ils posent la question au maréchal Rondon qui dirigeait l'armée coloniale là-bas. Et les autochtones appellent leur pays comment? Ils disent non, ils l'appellent pas, parce qu'il n'y a pas de pays. Des féodaux, hein, donc avec un petit suzerain à Alger qui dépend de Constantinople. Ils disent, ils appellent ça Al-Jazaïr. Al-Jazaïr, qui veut dire les îles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les îles. Parce que Alger, à l'entrée du port, on va dire, hein, c'est parsemé d'îles qui gênaient beaucoup, là. C'est ce qui faisait que Alger était imprenable. Hein. Voilà, les Français ont fait tout sauter cela pour pouvoir faire de la baie un port militaire et commercial et tout. Et puis à partir de là, Al-Jazaïr, hop, Algérie. Et voilà. Et quand j'ai un jour, dans un de mes livres, Lettres de colère et d'espoir à mes compatriotes, je leur expliquais, ça a été un tollé extraordinaire. J'ai dit, mais à chaque fois que vous dites Algérie et que vous dites nous sommes des Algériens, eh ben, vous honorez la France, puisque c'est elle qui vous a donné ce nom. Et j'ai dit, mais souvenez-vous que Algérien a pour anagramme galérien. Donc voilà, à vous de voir. Vous étiez les galériens des Ottomans, maintenant vous êtes les galériens de qui, hein, il faut... Vous êtes très facétieux. Alors, est-ce que vous pensez qu'un jour, ce match retour de la guerre d'Algérie puisse prendre fin un jour? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même ce match retour qui est en train de se jouer. Et quand on voit qu'il va se nicher, qu'est-ce que vous avez pensé de cette controverse jusque dans la pâte à tartiner? Vous avez suivi cette fameuse affaire de la pâte à tartiner. Alors en ce moment, on est en train de brûler les stocks de Nutella à Alger. Hein. Ah oui, c'est vrai? Oui.
absolument. Ah oui. Le gouvernement, enfin l'administration du commerce a lancé un appel si vous avez des stocks de nuits là, il ne faut pas les vendre aux Algériens, puisqu'ils ne veulent pas manger notre pâte à tartiner, ben, on ne mangera pas la leur. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va les brûler. Voilà, et donc... La guerre du Nutella est non, mais déclarée. c'est extraordinaire, parce qu'on s'est toujours habitué les autodafés, on brûle des livres. Oui. Et là, on brûle la tarte la crème à tartiner. C'est nouveau, ça. Mais qu'est-ce qu'en pensent les Algériens que vous Non, mais côtoyez? Non, mais c'est des régimes totalitaires. On a la même chose avec Poutine. On a la même chose avec les Chinois. Il y a une volonté de puissance qui vient de la religion, qui vient de mille et une choses. Et ça crée des fous politiques. C'est Saddam Hussein, c'est Hafez el-Assad. Voilà, ça génère des monstres. Et en plus, ils sont tous analphabètes ou ils ont une formation militaire. Et tout est facile. Puis en face, il n'y a rien. Voilà. À partir du départ de Gaulle, c'est fini. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Gaulle, les Algériens étaient pleins de respect pour la France. Il y a une admiration folle pour De Gaulle. Parce qu'ils sont partis aussi de l'idée que De Gaulle leur a donné l'indépendance. Il a contribué à cela. Donc la France était merveilleuse jusqu'au départ de Gaulle. Et puis après, bon... alors l'erreur, c'est quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Mitterrand, pendant la guerre d'Algérie, était ministre de l'Intérieur. Il faisait exécuter des activistes matin et soir. Hein. Il y avait très peu d'exécutions avant, vraiment très peu. Et d'ailleurs, les quelques exécutions qu'il y a eu, c'était des pieds noirs qui ont été... Ah, en Algérie, oui. Ouais. Mm. Et Mitterrand arrive, ministre de l'Intérieur, il dit on continue, la guerre, on continue. La seule réponse, c'est ça, il disait, la seule réponse à ces activistes, c'est la guerre. Et donc, on a réactivé la guillotine, et tous les jours, on guillotinait. Et ce faisant, on a fabriqué des héros immortels maintenant. Ils ont leur boulevard, on ne parle que d'eux tout le temps. Puis après, c'est fini avec Mitterrand. Ensuite, lui-même, dans la culpabilité, c'est le regroupement. C'est la régularisation, c'est l'Algérie, il faut aider l'Algérie, et trucs. Et qu'est-ce que vous pensez de Darmanin qui est allé fleurir le monument du FLN? C'est quand même particulier. Parce qu'ils font partie maintenant de cette... Donc ils ne sont pas de gauche, mais de cette droite qui a un côté commerçant. Un commerçant, il ne chasse pas ses clients, même s'ils ne sont pas machin, il essaye. Voilà, il veut garder quand même ses clients. Et donc, ils sont dans cette... Macron lui-même et beaucoup d'autres sont dans cette démarche que on va passer une mauvaise période, mais les Algériens vont finir par atteindre une certaine maturité. Et puis, on va essayer quand même de les intégrer dans des structures. Par exemple, à un moment donné, c'était avec Sarkozy, l'Union pour la Méditerranée. Il faut mettre de l'institutionnel pour... discipliné, machin, et puis on crée des programmes de coopération, la Convention de 68, etc. Donc la France était dans ces démarches-là. Voilà. Et est-ce que vous pensez, je vous posais la question que se pose la question de nombreux lecteurs de Boulevard Voltaire, est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à faire, ou la France a vocation à se dissoudre dans l'Algérie, par exemple? Si on continue avec des profils genre Macron et tout ça, il faut préparer les cercueils. Hein. Voilà, et c'est tout. Parce que maintenant, évidemment, quand on voit la permissivité des choses, l'état de faiblesse dans laquelle se trouve la France, ça encourage un peu tout le monde, pas seulement les islamistes, pas seulement. Ça encourage les Américains, ça encourage Poutine, ça encourage beaucoup de gens. Ils disent, l'animal est à une patte, à genoux par terre, donc il faut l'achever, quoi. Et non, la France a besoin de cultiver la volonté de puissance et avoir envie de se battre. Et puis ne pas se laisser piéger dans des techniques de taquilla, des techniques de judo. On utilise votre énergie pour vous faire tomber. Il faut la contre-énergie pour faire tomber celui qui voulait vous faire tomber. Et là,
Ça va être On compliqué. trouve un peu ce discours à droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite, mais il est décousu, il n'y a pas de stratégie, c'est juste des phrases, c'est juste des slogans. Il faut arrêter, arrêter l'immigration. Et alors, quand on dit qu'il faut arrêter l'immigration, mais quoi? Bon, elle est supposée. Alors, du coup, et puis c'est tellement ridicule, à force de le répéter de cette façon simpliste, on dit, ah, mais en fait, mais il faut juste un décret. Ah ben, en fait, vous pouvez faire tous les décrets que vous voulez. Ça ne changera rien. Il faut des stratégies très complexes, d'ailleurs, mais la France a besoin d'un réarmement moral, intellectuel, politique. Il n'y a plus de politique. Des gens comme, je sais pas, comme Seguin, comme je sais pas, Chevènement, des gens qui étaient porteurs de quelque chose, même si on n'est pas d'accord. Mais ils étaient portés là, c'est tout Molasson, c'est Molasson et compagnie. Est-ce que vous avez des politiques qui vous écoutent quand même? En privé, tous vous écoutent. Moi, j'ai discuté beaucoup avec Jacques Chirac parce qu'il venait souvent à Alger. Et quand les chefs d'État, quand ils viennent, et même les ministres, l'ambassadeur organise toujours, ils font leur travail les premiers jours. Puis en général, le dernier jour, c'est la société civile pour entendre autre chose. Et là, évidemment, j'étais un incontournable de l'ambassade. Donc à chaque fois on m'invite, et donc j'ai pu discuter avec Villepin, avec Chirac maintes et maintes fois, avec Sarkozy, avec Macron et tout. Oui, ils vous écoutent. Oui, ils disent oui, mais alors, bon, oui, c'est compliqué. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de simple dans la vie, monsieur? Qu'est-ce que vous allez dire, c'est compliqué? C'est ridicule. Dites-moi ce qui est simple, allez, hop. Voilà. Alors revenons peut-être à la langue française. Moi, je voulais vous faire parler un peu de vous, parce que comment vous est venu cet amour de la langue française? Est-ce qu'il y a un professeur en particulier qui vous a marqué? Et quel était votre auteur préféré quand vous étiez jeune? Je vais vous dire, c'est très simple, parce que c'est l'histoire de la colonisation. Une fois que la France s'est installée, alors, les Algériens, les autochtones, on va dire, parce que le mot Algérie n'existait pas, les autochtones étaient à la marge, pour des tas de raisons, enfin, en partie parce que la France n'avait pas encore besoin d'eux, si c'était pour de la main-d'œuvre, et eux-mêmes, attention, c'est des judéo-chrétiens, c'est des chrétiens qui viennent. Donc, nous, on doit préserver notre machin, et si on reste en ville, on ne peut rien préserver. Donc allons vivre dans les campagnes de plus en plus éloignées de la chose. Bon, les années sont passées, et puis à un moment donné, en Europe, dans les pays qui colonisaient, un discours a commencé à se développer, notamment avec les Saint-Simoniens. Oui, on colonise, mais il faut le faire de manière humaine, il faut... Voilà, et donc ils ont mis en place des dispositifs, mais c'est aussi les pères blancs, parce que aussi c'était pour amener la civilisation, on n'amène pas la civilisation à des gens qu'on traite comme des animaux. Il faut d'abord le traiter en humain pour qu'il accède à la... Et donc il y a eu ce courant-là, puis la guerre est venue, les révoltes algériennes ont venu arrêter tout cela. Il y a eu séparation. À un moment donné, c'était plus possible. Il fallait faire. Et c'est là que le décret Violette Blum, tout ça, on a lancé, donc, comme on a fait en France, c'est rénovation des banlieues, et, enfin bref, un discours pro-banlieue. Il y avait ce discours-là dans les années 30, 40. Il faut vraiment faire du rattrapage. Et donc, là, on a ouvert les lycées, les écoles, l'université aux autochtones. Et donc, il y a eu donc un processus de naturalisation un peu censitaire. Hein. Donc, il fallait savoir parler français, avoir un travail, etc. Donc, chaque année, le gouvernement naturalisait 15 000, en plus c'est monté à 30 000, c'est un main. Donc, voilà. Et donc, il y avait cela. Quand la guerre de libération a démarré, on va dire en fait, elle a démarré en 1945, c'est les manifestations de Sétif, etc., où il y a eu beaucoup de morts. Bon, sur le chiffre, on n'est pas... Les Français pensent qu'il y a eu 1500 morts, les Algériens parlent de 45 000. Bon, donc, en tout cas, un traumatisme était là. Et là, avec le gouverneur Lacoste,
on a mis en place un programme extraordinaire. Et alors, moi, le gamin que j'étais, je suis arrivé à cette période-là. Et donc, du coup, on était scolarisés, bien scolarisés. Et puis, les moyens ont été mis. Donc, moi, je suis né avec ça, nos ancêtres, les Gaulois. Et puis, on nous a fait aimer ce que les Français aimaient. Chateaubriand, Victor Hugo, c'est de la vénération. C'est presque une religion. La culture française, elle a ce pouvoir-là. Effectivement, elle se rapproche beaucoup de la religion. On est français par religion, pas seulement par... et voilà. Et donc, il y a eu, entre ces naturalisations et puis cette promotion Lacoste rapide, beaucoup d'Algériens sont arrivés en France, ils ont fait l'école centrale, Polytech, ils disent, oh là là, la France, la France, la France. Mais les radicaux étaient déjà dans les montagnes en train de faire la guerre. Voilà, donc je fais partie de... Nous sommes une parenthèse. Voilà, ce sont ces gens-là qui, comme ça, un peu, disons, entre 1950, disons les années 50 et les années 60, jusqu'à l'indépendance, cette génération a profité de la belle... de tout ce que peut offrir la France de formidable, la culture, et puis beaucoup de choses. On parle quand on parle d'Haussmann, c'est pareil. Non, Haussmann, d'abord, c'est Alger. Vous allez à Alger, c'est haussmannien. La France a trop aimé l'Algérie. C'est peut-être son péché originel, il a trop aimé l'Algérie. Oui, franchement, ils ont découvert un pays extraordinaire, et puis tout ça. Et c'était formidable. Et puis, bon, ensuite, ils ont corrigé ce qui était possible. Et voilà, et donc c'était une période très, très intéressante. Mais la guerre avait commencé. Et puis, et l'Algérie n'était pas isolée, elle était un peu captée par l'URSS, par l'Égypte qui se posait en leader du machin. C'était la grande gloire des révolutionnaires partout. Hein. Patrice Lumumba, l'Algérie à droite, le Vietnam, etc. Donc il s'était créé quelque chose de nouveau qui faisait rêver avec les yeux grands ouverts. Et puis la France, en perdant ses colonies, a perdu l'esprit impérial, la volonté de puissance. Voilà, on est entre nous, c'est le clocher. Et puis, le grand clocher, c'est l'Europe, qui est une calamité totale, quoi. Et peut-être pour terminer, il y a eu ces élections de Tebboune avec ce triomphe romain, pourrait-on dire. Est-ce que vous pensez que l'Algérie peut se réformer? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie de ce régime possible? Est-ce que vous voyez des frémissements? Macron a félicité Tebboune avant la proclamation des résultats officiels. C'est révélateur. Voilà. À 20h, on a fermé le bureau des bureaux de vote. À 21h, Macron félicitait qui venait d'être élu avec 95%. Ensuite, on a corrigé ça parce qu'on dit, oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Il faut ramener ça à un taux raisonnable. Un taux raisonnable, c'est 84%. Hein. Oui, c'est très raisonnable. Bon, non, mais c'est fini parce que le pouvoir algérien est un pouvoir mafieux. Donc on ne peut pas... C'est comme vouloir, on imaginerait les Italiens dire, bon, la mafia, on n'arrive pas à la vaincre. Ils sont nombreux, ils sont organisés, ils ont leur culture, ils ont leurs valeurs. Traitons avec eux. Et c'est devenu une oligarchie mafieuse. Et parce que, on va dire que jusqu'au 1980, il y avait le FLN, qui était un peu porteur de ces idées, enfin, un mélange de l'arabisme, le tiers-mondisme, les noms alignés. C'est quand même pas mal comme réflexion. Ils étaient sur cela, donc. Des guerres idéologiques, etc. Mais c'est fini. La révolution d'octobre 88 a cassé tout cela. On est sorti de la constitution soviétique, on a été vers l'économie de marché, et là j'ai découvert l'argent. Parce que c'est vrai que jusqu'en les gens du FLN, il n'y avait pas de corruption à l'époque, parce qu'ils étaient vraiment un peu Che Guevara, quoi.
C'est-à-dire qu'il a 3 sous, c'est lui qui donne de l'argent à l'État. Les gens refusaient même de toucher un salaire quand ils avaient Che pas. Guevara est un peu corrompu aussi, mais je Oui, vois bon, l'idée. ok. Après, voilà. Donc, en tout cas, globalement, ils étaient dans cette. Et puis ensuite, ça a été l'économie de marché, c'est la possession, c'est le patrimoine familial. Et puis, voilà. Et puis, de plus en plus mafieux, de plus en plus. Voilà. Alors, question, est-ce qu'on traite avec la mafia? Ouais, donc, on raconte une blague qui a d'ailleurs fait le tour de la planète. Hein, c'est qu'à un moment donné, la mafia, ils disent l'Algérie, l'argent, ils sont devenus des capitalistes, donc on va aller faire de l'argent. Et donc, ils envoient une mission pour étudier la chose. Et les gens qu'ils ont envoyés retournent donc à Palerme. Et puis, ils disent ne cherchez pas, leur mafia a déjà gagné, elle a un drapeau, une armée, une justice. Il n'y a plus rien à faire. Ça y est, si on va là-bas, c'est eux qui vont nous coloniser. Bon, c'est une vraie mafia. Et qui se développe en Occident avec la protection de l'Occident, avec la France. La France, on voit bien quand même ce que les oligarques algériens achètent des appartements somptueux à 15 milliards de je ne sais pas quoi, d'où l'argent ne se pose pas la question, parce que c'est le régime algérien. Donc, voilà. Donc, et il faut aller à la guerre. La guerre au sens retrouver la volonté de puissance et une guerre un réarmement moral. Voilà, un réarmement moral très urgent. Urgence signalée, comme on dit. Ouais, je pense que vous allez être entendu 5 sur 5 par les lecteurs de Boulevard Voltaire. Je rappelle le titre de votre livre, Boualem Sansal, donc Le français parlons-en, aux éditions du Cerf. Vous parlez de notre langue avec un trait d'union, comme on parle de Notre-Dame. Ça m'a beaucoup frappé. Ça fait écho à ce que vous avez dit de la religion, en parlant de la culture française. Donc, je recommande votre livre aux lecteurs de Boulevard Voltaire. Merci infiniment. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous. Non, je reviendrai. Avec grande joie. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, d'aimer notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche.